Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un support pour le chapitre numéro 10, donc qui va concerner l'appareil digestif. Je vous rappelle que nous sommes à présent dans le pôle numéro 3 et qui concerne tout ce qui a trait à la digestion et à la nutrition. Dans le chapitre numéro 9, nous avons vu que les aliments pouvaient être classés dans différentes familles, en l'occurrence 7 familles. Maintenant, dans ce 10e chapitre, nous allons nous intéresser à l'appareil digestif afin de comprendre comment il est organisé, mais aussi comment sa structure permet de réduire les aliments en une bouillie, et puis ensuite comment les nutriments, c'est-à-dire à la fois les macros et les micronutriments, peuvent être extraits et absorbés afin de nourrir toutes les cellules de notre organisme. L'histoire commence au niveau de notre bouche, où les aliments sont ingérés. La bouche est également appelée la sphère oropharyngée. Les dents y assurent la mastication et c'est une étape qui est absolument essentielle parce qu'elle permet d'obtenir une pâte qui est encore hétérogène et qu'on appelle le bol alimentaire. On trouve ensuite l'œsophage qui est une sorte de long tube qui relie la bouche à l'estomac. L'estomac possède la particularité d'avoir plusieurs couches de muscles et cela permet des contractions dans toutes les directions de l'espace. Cela va achever la réduction des aliments en un mélange homogène et maintenant beaucoup plus liquide. C'est en réalité la dernière étape de la digestion, puisque ce qui va suivre, ce sont des étapes d'absorption. Donc à ce moment-là, les aliments vont passer au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle est divisé en 3 parties. La partie qui est la plus proche de l'estomac est appelée le duodénum. Il y a ensuite le jéjunum, et la dernière partie est appelée iléon. Dans ces 3 zones a lieu, comme je vous le disais, le passage des nutriments de la lumière, c'est-à-dire l'intérieur du tube digestif, jusque dans le sang. Ce phénomène d'absorption est très important car il permet de mettre à la disposition de nos organes les différents nutriments et donc de nourrir nos cellules. Après l'intestin grêle se trouve la dernière étape, mais aussi le dernier élément de l'appareil digestif, et c'est le côlon. Son rôle est essentiellement de déshydrater ce qui reste des aliments et de former les fèces, c'est-à-dire les selles. La dernière partie du côlon est appelée le rectum. Il est situé juste avant l'anus, qui joue le rôle de sphincter, et qui va pouvoir s'ouvrir de manière contrôlée afin de laisser passer les selles au moment opportun. Il y a bien sûr d'autres éléments dans l'appareil digestif. On les appelle les glandes annexes. En effet, elles ne se situent pas directement sur le trajet des aliments dans le tube digestif. Par contre, elles produisent des éléments qui sont absolument essentiels au déroulement de la digestion. Parmi ces glandes annexes, on va retrouver d'abord les glandes salivaires. Ensuite, il y a le foie, ainsi que la vésicule biliaire qui travaille en duo, et puis le pancréas. Nous reviendrons plus tard sur le rôle précis de ces différentes glandes. Après cette rapide présentation de l'appareil digestif, nous allons nous pencher quelques instants sur les rôles de l'appareil digestif. Sa fonction est dans l'alimentation et il permet essentiellement 2 choses. La première chose, c'est de convertir les aliments ingérés en de petites molécules que l'on appelle les nutriments. C'est la digestion. Son deuxième rôle, c'est de faire passer ces petites molécules, donc les nutriments, de la lumière du tube digestif vers la circulation sanguine ou lymphatique. C'est l'absorption. Le sang et la lymphe amènent ensuite ces nutriments au niveau des cellules qui vont les utiliser. Dernière chose, les substances qui ne sont pas assimilées sont évacuées au niveau des selles. Maintenant que nous savons comment est organisé l'appareil digestif, nous allons décrire 2 techniques qui peuvent être utilisées pour l'étudier. La première technique, c'est la radiographie. Il s'agit d'une technique qui utilise les rayons X, c'est-à-dire des rayonnements de très courte longueur d'onde. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils peuvent traverser la matière. Cependant, à mesure que les rayons traversent les tissus, ils sont au moins en partie absorbés par ces tissus. Les rayons rencontrent alors un film photographique qu'ils noircissent. Ainsi, sur le résultat d'une radiographie, on va observer à la fois des structures plutôt blanches et à la fois des structures plutôt noires ou des nuances de gris. Ces structures blanches sont dites opaques aux rayons X car elles sont très denses et elles les absorbent. Il s'agit par exemple des os. Les structures qui sont grises ou noires sont beaucoup moins denses, elles n'absorbent donc pas ou très peu les rayons X. C'est le cas par exemple des poumons ou encore des organes de l'appareil digestif. Mais alors pourquoi considère-t-on la radiographie comme une technique d'étude de l'appareil digestif puisqu'il est essentiellement constitué de tissus mous? Eh bien en réalité, on va pouvoir utiliser ce que l'on appelle un produit de contraste, c'est-à-dire en général un atome lourd qui absorbe fortement les rayons X, et cela va permettre de visualiser les différentes régions dans lesquelles se trouve le produit de contraste. Pour visualiser l'appareil digestif, il y a 2 possibilités.
soit on boit une solution de produit de contraste, en général à base de barium, soit on la fait pénétrer par le rectum, suivant la partie que l'on veut étudier, plutôt la partie supérieure ou inférieure du tube digestif. La deuxième technique qui peut être utilisée pour étudier l'appareil digestif, c'est celle de l'échographie. Mais comme nous l'avions déjà étudié plus tôt dans l'année, je vais être assez rapide. Elle utilise non pas les rayons X, mais les ultrasons, c'est-à-dire des ondes sonores. Les ultrasons ont la capacité à se propager dans les liquides, et quand ils rencontrent un obstacle, ils sont réfléchis et renvoyés sous la forme de ce que l'on appelle un écho. Après le renvoi, ces ultrasons reviennent à la sonde, qui est reliée à un ordinateur. Et cet ordinateur traite les informations reçues pour créer une image au niveau de l'écran. Il est souvent nécessaire d'appliquer un gel entre la sonde et la surface de la peau, parce que sinon, il y a des bulles d'air, et les ultrasons arrivent très mal à se propager dans l'air. On n'aurait donc pas une belle image. Pour terminer ce chapitre, nous allons nous pencher sur les 4 types de tissus que l'on retrouve dans notre organisme, et notamment au niveau de l'appareil digestif. Le premier type tissulaire, c'est ce que l'on appelle le tissu épithélial. Il est formé de cellules qui sont jointives, c'est-à-dire bien accrochées les unes aux autres. Elles forment ainsi une barrière efficace qui limite fortement le passage de substances d'un compartiment à l'autre. Ces cellules ont également la particularité d'être polarisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas identiques si vous regardez leur partie supérieure ou leur partie inférieure. Mais on va revenir plus tard sur ce point. Certains tissus épithéliaux sont formés d'une seule couche de cellules, comme c'est le cas sur ce dessin. D'autres sont formés de nombreuses couches de cellules. Par contre, un point commun, c'est que toujours, sous la plus basse couche de cellules, on retrouvera une mince couche de protéines et de glucides qui est ici représentée en bleu et que l'on appelle la lame basale. Le deuxième type de tissu, c'est le tissu conjonctif. Il est très différent du tissu épithélial, en particulier car il est constitué d'un faible nombre de cellules flottant dans une matrice dont la structure est un peu comme celle d'un gel. Cette structure est sous forme gélifiée grâce à la présence de nombreuses protéines, certaines sont bien connues, par exemple le collagène. Le tissu conjonctif a une grande variété de rôles, mais il sert essentiellement de soutien et de connexion entre les différents tissus de notre corps. Le troisième type tissulaire, c'est le tissu musculaire. Il est formé de cellules qui sont capables de se contracter. Cela permet donc de générer de la tension et de produire un mouvement. On distingue au sein du tissu musculaire 3 sous-familles de tissus. Le premier, c'est le tissu musculaire lisse. Par exemple, vos quadriceps sont capables de se contracter de manière volontaire. Ensuite, on va retrouver le tissu musculaire lisse. C'est par exemple le tissu que l'on retrouve au niveau de nos intestins ou qui permet en grande partie la respiration. La particularité, c'est que ce tissu musculaire lisse se contracte de manière autonome, on n'a pas besoin de réfléchir pour digérer ou pour respirer. Le troisième sous-type de tissu au sein de la famille des tissus musculaires, c'est le tissu musculaire cardiaque, qui va permettre de pomper le sang hors du cœur et vers tous les organes de notre corps. Ce tissu-là a des caractéristiques un peu à mi-chemin entre le tissu musculaire squelettique et le tissu musculaire lisse, puisqu'il se contracte de manière autonome, mais qui ressemble beaucoup par son aspect au tissu musculaire squelettique. Et le dernier type de tissu qui existe, c'est ce qu'on appelle le tissu nerveux. Il est constitué de cellules spécialisées que l'on peut d'ailleurs facilement reconnaître, et ces cellules permettent d'initier et de transmettre des messages sous la forme de signaux électriques. Cela permet donc de relayer des informations d'une partie du corps, par exemple le cerveau, jusqu'à une autre, par exemple le petit orteil. Ils sont donc très importants pour la coordination et la communication à l'échelle de notre corps entier. Je vous avais dit que les 4 types de tissus pouvaient être retrouvés au niveau de l'appareil digestif. Pour vous en convaincre, intéressons-nous de plus près à l'estomac. La couche la plus interne de l'estomac est formée de tissu épithélial. Si on s'éloigne un petit peu, on va retrouver une couche épaisse de tissu conjonctif, avec quelques cellules et beaucoup de protéines et de glucides. On a ensuite plusieurs couches de tissu musculaire. Donc là, il va s'agir de tissu musculaire lisse, puisque les contractions de l'estomac ne sont pas gouvernées par notre propre volonté, mais se déroulent de manière autonome. Et vous remarquez que au sein de ces différentes couches de tissu musculaire, il y a des cellules nerveuses, donc du tissu nerveux, qui permet donc d'organiser les contractions de ce tissu musculaire. On a donc bien les 4 types de tissus au niveau de l'estomac, et cela pourrait être généralisé aux différents organes de l'appareil digestif.
Voilà qui conclut cette vidéo qui vient en support du chapitre numéro 10 et je vous dis à très bientôt pour finir les activités de ce chapitre.